Les podcasts de Blast. Je suis en train d'étouffer avec la fumée. Alors comme ça, Sébastien, vous êtes connu en manif, c'est ça? Avec Magali? Ouais, c'est ça. On n'a pas tout dit. Vous me parlez des idées, mais il n'y a pas que les idées. Ah oui, ouais, les gilets jaunes, ça nous a rapprochés, ouais. Ouais, c'est bien. Après, je vais pas raconter comment ça s'est passé, parce que... Non, vaut mieux pas. Sur ce rond-point, situé aux portes du Luxembourg, ce minuscule pays qui est pourtant le plus riche au monde en termes de PIB par habitant, des dizaines de travailleurs ou ex-travailleurs frontaliers se sont arrêtés à la cabane des Gilets jaunes. Je m'appelle Magali et je me définirais dans la plus timide et la plus discrète. Du rond-point? Oui. Pour prendre un café qu'ils ont fait durer une nuit. J'ai rencontré Aurélie à l'âge de 6 ans à la caserne. Et de là, elle m'a invitée à son anniversaire. Donc, je suis allée et puis depuis, on ne s'est plus quittés. Pour rejoindre une famille qui s'est étendue de samedi en samedi dans tout le pays. Après la rencontre mignon, c'est Mike qui a rencontré Seb en manif. Et je disais, c'est un gars pour toi, il est bien, machin. Elle dit, oh non, tu me fais pas chier, nanana. Donc moi, j'écoute, je dis oui, mais moi, je me voyais pas rencontrer quelqu'un. Moi, j'étais très bien tout seul. Et au final, elle a eu raison? Bah oui. Oui, je lui ai dit, elle m'a dit, hey, qui c'est qui avait raison? J'ai dit, oui, c'est Bibi. Sur une première palette, posée pour ralentir la circulation, comment aurait-elle pu s'infléchir toutes ces destinations? Et on avait fait un bus pour le 1er mai, et j'avais fait venir Seb. Et je lui dis, mais regarde, il est bien et tout. Et puis elle a dit, ah, non, pas du tout. Parce qu'on est sur la même longueur d'onde, en fait. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas les gilets jaunes, ça peut pas marcher. C'était plus simple que ce soit directement un gilet jaune, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, ça peut pas fonctionner. Et maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 7 mois. Comment aurait-elle pu se réunir, toutes ces destinées? Donc le coup de foudre en manif. Lui, oui, je pense, mais elle est toujours dans la réflexion, dans j'analyse. Puis regarde l'analyse. L'analyse 6 mois après, elle est là. Une histoire de France. et Franck. C'est une amie, mais c'est plus qu'une amie, c'est comme une sœur. En fait, c'est mon âme sœur, mon amie. C'est mon âme sœur. Parce que elle sait tout de moi, comme moi je sais tout d'elle. Sur chaque rond-point de chaque recoin de l'Hexagone, il a bien fallu une première personne pour poser cette première palette. Tout ensemble. Sa famille, c'est ma famille c'est sa famille. Tout ensemble, vous avez même travaillé ensemble? Oui, on a travaillé ensemble. Ouais. Moi, avant, je travaillais en usine et moi, je travaillais à un plat temps. Après, je suis tombée enceinte, j'ai eu mes enfants, mais c'était plus pour les garder. Donc, il me fallait un travail à mi-temps et c'est Aurélie qui m'a fait rentrer dans les ménages. Mais qu'est-ce qui a bien pu engendrer, à l'aube, un samedi, ce geste fou, cette première palette? Il a fallu revenir quelques années en arrière pour comprendre et demander à la première gilet jaune, du dernier au point. Épisode 2. Au décès de mon frère, l'asthme s'est déclenché chez ma mère. Un asthme nerveux, ça s'appelle, donc c'est dû à un choc. Et donc, du coup, là aussi, elle était très essoufflée, elle faisait beaucoup de crises d'asthme. Elle a été sous médicaments, en dépression. Donc, cette année-là, j'étais au collège. J'ai redoublé parce que j'étais plus souvent aux côtés de ma mère. Et donc, de 13 à 17 ans, plus ou moins, j'étais à l'école, mais en pensant à ma mère, en pensant à la vie active, en pensant à tout ça. Elle a pris des petits boulots, elle était femme de ménage dans une petite banque. Elle a toujours voulu plus ou moins montrer sa force, mais elle était fragile psychologiquement, ce qui est normal. Du coup, ces difficultés à aller la voir faire le ménage pour 2 heures ou gagner 3 francs 6 sous, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer au Luxembourg. J'y étais, quoi. J'ai pris pour mettre du beurre dans les épinards et pour soulager aussi la partie santé de ma maman. Septembre 2019. Voici Luxembourgville, la capitale européenne du travail frontalier. France 3 Lorraine. Sur les 300 000 emplois occupés au Grand-Duché, 40% le sont par des frontaliers. Et parmi eux, ce sont les Lorrains qui se taillent la part du lion,
Si l'on inclut les intérimaires, ils sont 80 000 à se rendre au Luxembourg tous les jours pour y travailler. Pas vraiment un choix, plutôt une fatalité. Le mois dernier, plus d'1 millier de travailleurs frontaliers lorrains ont perdu leur emploi. Une fois licenciés, les frontaliers lorrains n'existent plus pour le Luxembourg. Ils perdent leurs allocations familiales et leurs indemnités chômage sont payées par la France. Le choc est rude pour des travailleurs habitués à des salaires et des situations plus élevées qu'en Lorraine. Je voulais travailler. Donc j'ai commencé un stage à l'Intermarché. Puis une voisine à moi travaillait au Luxembourg et elle m'a fait rentrer dans les ménages. Et donc j'ai fait d'abord un remplacement dans des bureaux à Luxembourgville. C'était une grosse firme de nettoyage au Luxembourg. Ouais. J'étais très libre vu que j'avais pas d'enfant encore. J'étais plus à même de faire des heures, de pouvoir me déplacer sur plusieurs chantiers. Donc j'étais une pièce intéressante pour eux, quoi. J'étais jeune, dynamique, sans problème de santé apparent. Donc j'étais bonne pour le rendement luxembourgeois. Puis je me suis retrouvée après 6 mois en tant que chef d'équipe. Ils m'ont proposé un CDI directement. Donc j'ai signé mon CDI de chef d'équipe. C'était que des privilèges d'être chef d'équipe au bout de 6 mois et titulaire au bout de 6 mois? Moi, je vois pas ça en privilège parce que de 8h30 du matin à 23h, j'étais toujours au travail, même si j'étais chez moi. Parce que mon téléphone devait être allumé tout le temps. J'étais jeune. Ils m'ont appâté sur l'argent. Tiens, t'as ça en prime. C'était 150 €, je crois, par mois de prime de femme de ménage. Quand j'étais en congé ou en maladie, je n'avais pas la prime. Une prime, c'est au bon vouloir du patron, en fait. Même là, après mon chômage, il était sur mon taux horaire et non sur les primes que j'avais. Donc, tu perds énormément. Et j'étais libre dès qu'il m'appelait. S'il y avait un chantier sur un autre chantier, il savait qu'il m'appelait, j'y étais. Moi, j'étais maman à 19 ans. Donc, j'étais enceinte et au travail. Ensuite, ma première grossesse s'est plus ou moins mal passée parce que ma gynécologue a voulu m'arrêter au bout du 5e mois. Et mon fils était mal placé parce qu'il commençait à être en siège. C'est la position du bébé, ouais. Je ne pouvais pas accoucher par voie normale. Ma gynécologue avait fait une feuille en disant que j'étais en une grossesse à risque. Donc que je la donne au patron pour aussi m'alléger parce que j'étais chef d'équipe mais œuvrante. C'est-à-dire que la chef d'équipe, elle travaille. Donc j'avais des bureaux à faire, des étages à faire. Donc je portais les seaux, je faisais les escaliers, je faisais des charges très, très difficiles. Là, enceinte, avec un enfant en siège, le poids, il était vraiment très difficile à supporter. Donc, il m'avait mis une alerte à l'âge de 5 mois en disant que si je continuais, que j'allais subir une césarienne. Donc, je l'ai dit à mon superviseur qui m'a dit textuellement, être enceinte, ce n'est pas une maladie. Tu es jeune, voilà, tu peux pas mettre ça sur le dos de la grossesse. Donc, j'ai travaillé jusqu'à mes 8 mois. 7 mois et demi exactement. Et puis, tout compte fait, j'ai eu une césarienne en urgence. TF1, 4 janvier 1996. Et puis une statistique de la Banque mondiale, elle est fort intéressante. Le pays le plus riche du monde serait maintenant le Luxembourg qui devance la Suisse et le Japon. Le Luxembourg, c'est pas loin de chez nous, un tout petit pays européen, le plus petit. La Tribune TV. Qui sont les riches? Qui sont les pauvres? 18 juillet 2017. Côté revenus, c'est le Luxembourg qui arrive en tête en termes de PIB par habitant, exprimé en standard de pouvoir d'achat, une unité monétaire artificielle qui élimine la différence de prix entre les pays. La richesse du Grand-Duché est même insolente, près de 3 fois supérieure à la moyenne de l'UE 28. Le chiffre est néanmoins flatteur, car beaucoup de travailleurs transfrontaliers participent à la création de richesses luxembourgeoises sans être comptabilisés dans la population, puisqu'ils vivent en France, en Belgique ou en Allemagne. On travaillait pour un prestataire extérieur d'ArcelorMittal. On se trouve à 9 km d'Omès.
mais au Luxembourg. Donc, on traverse la frontière à 9 km, on est à Esch-sur-Alzette. J'étais dans les bureaux de l'Arbed. Donc, c'est un grand, grand bâtiment. Il est rejoint par un long tunnel. C'est tout vitré. Donc, vraiment, tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc, même les ascenseurs à l'intérieur, ils sont vitrés. Donc, c'est très design. Quand tu rentres dans l'ascenseur avec ton chariot et qu'il y a des gens, des fois, tu es obligé de sortir le chariot pour laisser les gens passer. Quand tu dis les gens, on parle des salariés d'ArcelorMittal. C'est quoi? C'est des cadres d'ArcelorMittal? Des cadres d'ArcelorMittal, ouais. Quand il y a des cadres qui montaient ou quand des fois il y avait la direction, ils faisaient des grandes réunions, alors là, on ne devait même pas prendre l'ascenseur, on prenait le saut et on montait par les escaliers. C'est délicat des fois de rentrer quand il y a les gens, ils sont dans les bureaux en train de travailler, toi tu viens chercher la poubelle, tu ne dois pas faire de bruit parce que s'ils sont au téléphone ou au travail, tu ne dois pas déranger. Mais si dans des bureaux, ils étaient dedans et que tu toquais, des fois, ils ne te répondent même pas, ils te font un nom de la main pour pas que tu rentres, quoi. Donc, on terminait notre truc et on venait en arrière pour refaire le bureau quand ils partaient, quoi. On ne peut pas repasser derrière. On est payé à la tâche une fois, pas deux fois. Mais quand on finit les toilettes, il y en a qui ne vont pas respecter. Il y en a qui vont aller aux toilettes et qui vont tout salir. Donc, à chaque fois, il faut repasser derrière. Nous, on fait par principe, on débarrassait les tables, on mettait leur bureau et il y avait des tasses à café des fois sur le bureau, on les mettait dans la vaisselle. C'est sûr, tu regardes, tu dis « Oh, c'est rien, tu prends une tasse, tu la mets sur le chariot. » Mais non, parce que tu prends une tasse sur 46 bureaux. Donc déjà, tu perds du temps sur ce que tu ne nettoies pas dedans. Et quand c'était pas prêt, on avait des réclamations en disant « Ma tasse n'a pas été lavée, quoi. » Moi, mon employeur était content de mettre un statut « Si vous voulez la vaisselle, vous augmentez le prix. » Mais nous, on n'était pas augmenté d'avoir pris la tasse parce qu'ils ont pris un contrat vaisselle. On devait faire un travail visible, mais tout en restant invisible. Elle a dit Béatrice, que j'ai travaillé avec elle. la maman d'Aurélie. Eh oui. Et Aurélie, elle a été malade, je l'ai remplacée. Mais pas en tant que chef. Hein. J'aimais bien l'ambiance des copines. Ça me plaisait bien. C'est quoi alors d'être femme de ménage au pays le plus riche du monde? C'est quoi? On est des merdes. Parce que il faut y aller. Hein. Il faut trier les poubelles. Quand vous avez les Indiens là, qui gouvernent ArcelorMittal, ils ne mettent pas les déchets dans un truc. Ils se brossent les dents, ils crachent dans la poubelle, ils ne trient pas. Et tout, quand vous prenez les papiers, vous en avez plein les mains. Ils crachaient dans leur poubelle? Bah oui. Quand tu bosses, le client, il le voit très bien. Donc, ils se disent, ils y arrivent en tant de temps, on va réduire une demi-heure. Donc, le contrat, il est de 4h30, il va partir à 4. Il t'enlève une demi-heure. On ne peut pas être organisé, parce qu'il manque toujours quelqu'un. Et comme ils ne prennent plus une fille pour un remplacement, c'est toi titulaire qui va les remplacer. Donc, ton travail, tu ne peux pas le faire correctement. C'est impossible. Le travail, c'était toujours le même, avec moins de femmes et moins de temps horaire. Il y a moins de filles, mais plus de travail. Au début, quand j'ai commencé, on était 15 femmes pour le même travail. À la fin, on était 12 femmes. Puis après, il y a toujours du rendement qui demande toujours plus, pour payer moins. J'avais un 40 heures semaine au tout début. Et ensuite, c'est passé à un 37 heures. Et j'ai tapé dans mon contrat, entre guillemets. C'était avec l'accord de tous, on expliquait. Et ça renforçait encore plus l'équipe, plus ou moins. J'aurais pu dire, non, moi, on ne touche pas à mon contrat, il est signé, je touche aux femmes. C'était une bonne ambiance, c'était soudé, quoi. Par exemple, quand il y avait une fille qui avait un anniversaire, le soir, avant de commencer, on faisait l'anniversaire. Le boulot, il est déjà pas facile. C'est franchement éprouvant et même psychologiquement, quand tu passes, tu dis bonjour, que le gars, il te répond pas et il tourne la tête, tu te sens déjà un peu pestiféré, on va dire. Mais si on est tous ensemble comme ça, on est plus fort. S'il y avait une femme, des dames plus âgées, Aurélie, elle est toujours aidée.
C'est-à-dire que la première qui a fini aide l'autre. C'est pas tu restes dans ton étage et t'attends l'heure. Elle était trop gentille, c'est pour ça. Ils veulent une chef qui soit pas une chef pas copine, une chef sévère. On était une vraie équipe et soudée. Et ça, la direction n'a pas aimé, la direction de l'entreprise de nettoyage. Hein. Je savais qu'il y avait des audits de qualité. Donc, moi, je connaissais les dates et j'ai aidé les femmes à faire leur étage complet parce que c'était mal organisé. Et il y a une femme, des fois, elle se faisait des 4 étages et les autres, elles se faisaient qu'un étage. Tu vois, le travail était très physique sur certaines personnes et moins d'autres. Et donc, j'ai essayé de jongler pour le jour des contrôles soit clair et net pour la personne, pour mon équipe, pour moi-même, pour le client, pour tout le monde, de toute façon. Les chefs nous tendaient des pièges. Parce que il y a un contrôle, audit, ou un contrôle extérieur. Eh ben, ils vont vous mettre un bout de papier, derrière un téléphone, ou une petite trombone, pour te chercher l'avertissement. Au bout de 3, c'est dehors. Hein, pour le même motif. Et ça, c'était au quotidien ou c'était que pendant les contrôles de qualité? Oh, ça arrivait quand ils avaient un doute ou quand ils avaient, il y a quelqu'un qui revenait de maladie ou quoi que ce soit, ou de congé, ils prenaient les petits pièges là. Hein. C'était les superviseurs beaucoup qui faisaient ça pour être sûr que le travail soit fait. C'est mesquin, hein, mais voilà. Mais ils en étaient vraiment là à laisser des confettis sous les... Oui, ou dans Sous les les cages claviers d'escalier d'ordinateur. pour savoir. Oui, bien sûr. Il y a des boulettes de papier, il y a des papiers de chewing-gum, il y a... Ah ouais. Moi, j'en ai enlevé déjà. Je leur disais, attention, parce que là, il y a des pièges, il y a des boulettes et machin. Donc, faites gaffe à votre taf, quoi. T'as enlevé les pièges de tes collègues? Quand je le voyais, ouais. Alors là, il y a une collègue à moi que j'ai aidée. Là, en l'occurrence, c'est Maria. Elle avait des problèmes de santé, donc elle s'est fait enlever un rein. Elle a été 3 mois en maladie. Et le temps qu'elle reprenne sa cadence, je l'ai aidée car il y avait un audit de qualité qui arrivait. Je l'ai aidée à remettre son étage en place, quoi. C'est-à-dire que je l'ai aidée à faire les pieds de chaise, rebord de fenêtre, pour que ça soit nickel. La direction de mon entreprise de nettoyage, je l'avais en ligne de mire car elle était souvent en maladie juste avant, dû à ses problèmes de santé graves et lourds. Et elle était remplacée par des intérimaires et je pense que j'avais été balancée par une d'entre elles, voire les deux, mais une, c'est sûr. Au bout de 3 mois, elle aurait pensé avoir sa place, peut-être. Je ne sais pas exactement ce qui est passé par la tête pour aller déjà au bureau, au lieu de venir m'en parler en me disant écoute, là, tu as passé du temps avec elle, j'aurais aimé que tu m'aides moi à mon étage. Mais ça... Donc, j'ai été convoquée le vendredi dans les locaux du siège social à Luxembourg. Je rentre, j'étais convoquée aux ressources humaines. Donc, ils étaient 4 déjà assis auprès d'un bureau. Et moi, j'avais une chaise au milieu de la pièce. J'avais 2 chaises. Je pouvais être accompagnée d'un syndicat et je n'ai pas eu besoin. Et ils m'ont expliqué que pour eux, c'était une trahison pour le patron. Parce que j'ai annoncé à mon équipe qu'il allait avoir un contrôle qualité. Et dans le contrôle qualité, eux, ils avaient en ligne de mire déjà les personnes les plus âgées et les plus fragiles, dont en l'occurrence Maria, qui, elle, avait déjà du mal à suivre la cadence. Elle venait de récupérer le travail, plus de son opération du rein. Et là, ils ont commencé à me donner des arguments comme quoi... pendant que je l'aidais, soi-disant, mon travail aurait pu être mieux fait aussi, vu que j'ai perdu du temps avec elle à la place de perdre du temps sur mon travail.
Mais mon travail, je n'ai jamais eu, je tiens à préciser, de réclamation du patron de l'Arbed ou du service. Il n'y a personne qui s'est plaint du non-respect de leur bureau qui était sale ou quoi que ce soit. Tout était toujours nickel. Ensuite, du coup, ils m'ont dit qu'ils allaient me mettre en punition parce que je passais d'un contrat de 37 heures à un contrat de 20 heures. Donc, je perdais 17 heures. Donc, tu passais d'un temps plein à mi-temps. Ouais. Et donc, je serais passée de 9 km. Là, je passais à 25 km plus ou moins de mon domicile. Donc, 3 fois plus de trajet, plus un parking à payer à ma charge. Parce qu'ils voulaient que je change de site et d'équipe. Et ils m'ont dit que j'avais en l'occurrence pas le choix parce que sinon, c'était non-présentation au poste de travail. Donc, c'était un avenant au contrat que je devais signer. Oh, je n'ai pas signé parce que du coup, je perdais tout ça. Donc, j'ai refusé. Je les ai laissés continuer à me parler. Je me suis levée et de rage, j'ai cassé la lampe du bureau. J'ai laissé la porte ouverte et je suis partie. Ils ont dit, s'il vous plaît, il faut revenir. On n'a pas fini. Vous n'avez rien signé. Je ne signerai rien. Le lundi suivant, je ne me suis pas rendue sur le site où ils m'attendaient à 25 km de chez moi. Et donc, du coup, ça revenait à un abandon de poste que je savais pertinemment, quoi. C'est comme ça que j'ai été licenciée. C'était une faute grave. L'employeur ne voulait plus que je retourne sur le site. Je m'arrête avant où je travaillais. Donc, devant les locaux de l'Arbed, et puis je dis au revoir aux femmes, à mon équipe, comme quoi je ne reviendrai plus. Et c'est le soir, en rentrant, qu'elle nous l'a annoncé. Qu'il l'avait viré. Qu'il l'avait viré, ouais. On était dégoûtés, on était tristes et dégoûtés. C'était pas normal. Moi, de là, j'arrivais plus. L'ambiance, c'était plus la même. Donc, j'ai demandé à être changée avec la boîte et j'ai demandé à changer de chantier en expliquant que c'était plus possible de rester sur ce chantier et que je voulais aller ailleurs. D'après ce que j'ai entendu, la semaine d'après, j'avais sur mon équipe, j'avais 8 femmes qui étaient parties en maladie. Pourquoi elles étaient parties en maladie? Pour marquer leur soutien avec toi? Alors, ils ne me l'ont pas dit ouvertement de toute façon, mais oui, c'était une marque de soutien et ça m'a profondément même touchée. Je vous dis, moi, mon équipe, c'était tous des mamans, en fait. Des mamans, des personnes qui étaient malades. Ils avaient quelques personnes en ligne de mire, dont Maria, qui étaient trop âgées et pas assez productives. Et qui continuait à faire le ménage et que tu sentais qu'elle était épuisée, mais elle venait travailler. Je me sens quand même plus forte parce que j'étais jusqu'au bout de mes convictions. Et c'est pas le salaire qui m'a fait retenir, quoi. J'ai quand même perdu un travail que j'occupais depuis 13 ans. J'ai même pas été payée pendant 3 mois de suite. J'avais des fiches de paye de 0 €. Parce que j'étais ni au chômage, ni licenciée. Ensuite, j'ai dû enchaîner des petits boulots d'intérim, ça pendant 5 ans. Donc, c'était un peu compliqué, mais jusqu'au jour où c'est que j'ai dû arrêter complètement de travailler, car ma mère, sa santé était vraiment très fragile, et c'est là que Franck est tombé malade. Ma fille, je suis très fière d'elle. Et je lui dis beaucoup. C'est quoi alors d'être femme de ménage au pays le plus riche du monde? On est des merdes. Les chefs nous tendaient des pièges. On devait faire un travail
visible, mais tout en restant invisible. Affaire à suivre.